Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Ludivine Cardozo, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle au pôle formation et vie universitaire, alors PFVU pour les intimes, de l'Université Bourgogne-Europe. Alors on est ici aujourd'hui pour participer à une table ronde sur une thématique qui stresse un petit peu nos étudiants, je dois l'avouer. Donc l'entretien de recrutement, et on va plutôt s'attarder aujourd'hui sur les attentes des recruteurs. Alors pour répondre à ces thématiques, je suis accompagnée de deux invités, donc je vais laisser se présenter. Alors je vous laisse... Allez, je commence. Je suis Déborde Elsa, je suis actuellement responsable développement humain à la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté. Donc le recrutement, ça fait partie de mon quotidien. Voilà, c'est pas ma mission principale, mais ça en fait partie à 50%, grosso modo. Donc j'en fais quasiment tous les jours quand même. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabien Grange, je travaille au rectorat de l'Académie de Dijon. Je suis chargé de mission recrutement. Moi, mon job au quotidien, c'est plutôt d'aider les différents services à recruter. Donc, il y a plusieurs recruteurs sur différents métiers. On ne recrute pas que des profs, voilà, c'est un message que je passe. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler peut-être un peu plus au cours de notre entretien. En tout cas, ravi d'être parmi vous. Eh bien déjà, merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cette table ronde. On a accompagné également d'étudiants et étudiantes aujourd'hui qui poseront leurs questions au fil de nos interventions. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite avec la première question. Lorsque vous recevez un candidat, une candidate en entretien, qu'avez-vous en tête? Qu'est-ce que vous attendez comme type d'information lors de cet entretien? Je vous en prie. Je commence. Qu'est-ce qu'on attend? On attend déjà qu'il soit présent. Voilà, donc la ponctualité, c'est déjà quelque chose d'important. On attend de lui d'être plutôt naturel. Nous aussi, on demande aux recruteurs d'être pleinement présents, c'est-à-dire de ne pas caler un entretien entre deux rendez-vous, mais vraiment d'être à l'écoute. Voilà, c'est une vraie conversation, c'est un acte, c'est un échange, un entretien de recrutement, donc il faut que les deux parties soient pleinement, je dirais, focus sur ce moment-là. Voilà. On va chercher alors plusieurs choses. On va chercher le potentiel professionnel, voir si les compétences techniques et comportementales, mais aussi la formation et l'expérience pourraient correspondre aux besoins et aux attendus du poste. On va aussi aller chercher les motivations du candidat, pourquoi est-ce qu'il postule chez nous. Et lié à ça, on va voir aussi les connaissances de l'entreprise. Est-ce qu'il a fait ses recherches? Est-ce qu'il s'est renseigné en amont? Mais aussi une chose qui est la compatibilité avec l'équipe. Donc ça, on y viendra un petit peu plus tard. Mais la personnalité, le savoir-être, c'est des choses qui sont importantes pour qu'une entreprise puisse fonctionner et qu'une équipe puisse fonctionner correctement. Et puis une dernière chose, les formations hors cursus, mais aussi vos centres d'intérêt qui peuvent aussi dessiner certains traits de votre personnalité en complément. Alors, je me permets de revenir sur les formations hors cursus. Vous en avez parlé. Donc, quand, par exemple, des étudiants de leur propre initiative vont suivre des MOOC ou des conférences, c'est quelque chose que vous allez regarder Oui, complètement. On va essayer de creuser même par rapport à ça, savoir si c'est de la curiosité, s'il y a un réel intérêt, une passion. Donc, c'est vraiment des choses à mettre en valeur, même sur un CV, dans une lettre de motivation. Ça montre encore une fois votre curiosité, votre implication et votre motivation. Donc, n'hésitez pas. Moi, je compléterais sur les attentes. Alors, nous, on est un service public. On est le service public de l'éducation nationale. Et d'emblée, j'aurais aussi envie quand même de questionner le candidat sur ses motivations à rejoindre la chose publique. Voilà, parce que ce n'est pas un job comme un autre, en fait. Bien évidemment, tous les attentes sont les mêmes que ma collègue sur les savoir-être, les savoir-faire. Mais, par exemple, poser une question de qu'est-ce que l'intérêt général pour vous? C'est quoi le service public de l'éducation? C'est la base. Et on peut faire le parallèle aussi avec les valeurs. Complètement. Valeurs de l'entreprise. C'est important aussi de les connaître lors d'un entretien pour les mettre en avant. Pareil, encore une fois, pour dire que vous avez pris connaissance, que vous êtes renseigné en amont et surtout que vous êtes en accord avec ces valeurs. Et il va falloir aussi argumenter pourquoi vous êtes en accord avec ces valeurs et pourquoi elles sont importantes pour vous. Ça fait partie de vos motivations et à mettre en avant lors du rendez-vous. Alors ça me rassure parce que c'est exactement ce qu'on dit à nos étudiants. C'est bon signe. Complètement.
Vous avez également parlé des centres d'intérêt. Alors c'est aussi une question qu'on a de nos étudiants quand on intervient auprès d'eux, quand on parle en particulier du CV. On a souvent la réflexion, les centres d'intérêt, ça sert à rien, ils vont pas les regarder, c'est pas utile. Alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais je suis pas d'accord parce que les centres d'intérêt, déjà, ça peut aussi permettre un peu quelque part de débloquer l'entretien, parce que souvent, on peut avoir un candidat qui est un peu stressé, l'enjeu, voilà, c'est une forme de cérémonial, et tout de suite, on voit que le candidat n'est pas tellement à l'aise sur la sphère professionnelle, etc. On peut un petit peu désamorcer cette angoisse en allant sur quelque chose qui va lui parler vraiment pleinement. Alors, je ne sais pas si, par exemple, s'il fait du théâtre, qu'il nous explique un petit peu dans quelle compagnie il est, quel type de théâtre il affectionne. Et puis, à ce moment-là, avec le théâtre, on va pouvoir faire le parallèle avec des savoir-être qui sont aussi attendus. Alors, je ne dis pas que l'éducation nationale est un grand théâtre. Voilà, pas du tout. Mais en tout cas, ça permet. Voilà, aujourd'hui, on attend aussi beaucoup l'expression publique, pouvoir aussi représenter sa structure, interagir avec des partenaires. Et voilà, ça, ce centre d'intérêt-là, à mon avis, apporte des clés qui sont utiles pour des missions qui vont être le quotidien de nos agents. Comme je le disais aussi tout à l'heure, les passions, les centres d'intérêt, ça permet de révéler aussi peut-être des traits de personnalité, du coup, comme le disait mon collègue, et des compétences qui peuvent être parfois transférables sur celles du poste et des missions qui sont demandées. Et puis, avoir des passions, ça peut être aussi enrichissant pour l'équipe de pouvoir partager des passions avec d'autres membres de l'équipe. Et aussi, peut-être, pour le recruteur, ça peut être le moyen aussi de se souvenir de vous, si vous avez une passion peut-être un peu différente. Et se dire, ah oui, cette personne-là, je me souviens, elle m'avait parlé de sa passion pour, je sais pas, pour le foot ou je ne sais quoi. C'est une passion qu'on peut avoir en commun aussi. Donc, ça permet aussi encore une fois, de marquer l'esprit du recruteur. Et comme le disait du coup mon collègue aussi, ça permet donc de révéler, comme je le disais, des compétences transférables. Si vous êtes sur des passionnés de foot, pourquoi est-ce que vous faites de la compétition ? Ça révèle beaucoup de choses de vous et de qui vous êtes. Donc, très important de pouvoir les noter. Et moi, j'aime toujours poser la question en fin d'entretien pour encore détendre un petit peu l'atmosphère. Moi, je pose régulièrement la question, en tout cas. Puis en plus, cerise sur le gâteau, si le recruteur partage la même passion que vous, alors là, ça démine encore plus les choses et c'est très, très, très intéressant. Ouais. Donc finalement, bien les mettre en valeur sur son CV. Complètement, complètement. Pour pouvoir échanger sur ça en entretien. Bien sûr. Ok, super. Alors, on va faire une petite parenthèse du coup questions. S'il y a déjà des questions dans le public, ou peut-être pas, vous avez le droit de dire non. Ah. Attends le micro. On parlait de formation hors cursus et je suis curieux de savoir si, par exemple, un MOOC qu'un étudiant suivrait et qui l'indiquerait sur son CV, ça a de la valeur pour vous. Alors, j'aurais besoin d'une traduction. Donc, c'est des cours qu'on suit sur Internet par des petites vidéos de 4-5 minutes et qui permet sur plusieurs semaines de faire le tour d'une matière. Un MOOC, par exemple, en comptabilité. Pour ceux qui n'y connaissent rien et qui veulent s'initier, comment vous apprécieriez de voir sur un CV, je sais pas, quelqu'un qui a un profil peut-être littéraire et qui suivrait un MOOC en comptabilité. Est-ce que ça a de la valeur pour vous? Parce que c'est pas un diplôme. Oui, complètement. Moi, je vais répondre oui, d'autant plus qu'au sein de l'éducation nationale et du rectorat, on développe beaucoup les parcours de formation à distance via des MOOC, en fait, via notre plateforme qui s'appelle Magister. Et par exemple, quand on recrute des professeurs contractuels, eh bien évidemment, il y a toujours un stress de prendre la classe pour la première fois, d'être préparé, etc. Même si on peut avoir quelques expériences en amont, oui, il y a des MOOC, nos MOOC à nous, en fait, qui sont à la fois du distanciel et du présentiel. Bien évidemment, ça ne remplace pas un tutorat. Donc, effectivement, on y sera très attentif. Et d'autant plus si on postule sur un poste de formateur ou d'ingénieur de formation au sein de notre école académique de la formation continue, si vous mettez en avant votre pratique
de MOOC et de formation à distance ou en distanciel, ça sera vraiment un bonus qui sera, à mon avis, payant. Oui, puis ça démontre aussi que vous êtes curieux, que vous allez chercher, que vous investissez, que vous êtes adaptable aussi, organisé, parce que bon, ça prend quand même du temps sur sa vie en dehors du travail. Donc ça veut dire que vous prenez le temps de le faire parce que vous êtes intéressé par ce domaine-là et vous allez jusqu'au bout de votre réflexion. Donc tout ça, c'est des choses aussi à mettre en avant, tout à fait. Pour le recruteur, c'est rassurant. Et puis encore une fois, ça peut être transférable sur des compétences qui sont demandées sur le poste. Donc tout à fait. Deuxième question, avec un cas très concret, comment vous allez apprécier chez un candidat le fait qu'il joue aux jeux vidéo, beaucoup aux jeux vidéo, et peut-être des jeux vidéo un peu sanglants. Comment vous appréciez ça? Est-ce qu'il travaille en équipe, par exemple? Est-ce que c'est un jeu vidéo où on joue en équipe? Ça peut être quelque chose que je vais aller creuser. Ça va être de la stratégie, peut-être aussi. Peut-être que la personne, pour faire mieux, elle va se renseigner sur des tutos sur Internet, des choses-là. Donc, comment elle fait pour en arriver là? J'irai creuser sur tous ces éléments-là, mais surtout l'équipe. Savoir s'il joue en équipe ou pas. Mais c'est pas une mauvaise chose, en tout cas, d'être fan de jeux vidéo, au contraire. Pas de souci. Non, je partage votre analyse, complètement. Ouais, la dimension travail en équipe me paraît importante aussi. Puis c'est une passion aussi. Donc c'est laisser s'exprimer aussi la personne sur cette passion, même si c'est du gaming sanglant, effectivement, c'est pourquoi. Et il y a forcément d'interaction avec les autres. Aujourd'hui, on ne joue plus de manière isolée. Donc on s'inscrit dans un réseau et effectivement, je vous rejoins parfaitement sur ce point-là. Il faut battre les clichés aussi. Voilà. Ah oui. Peut-être, est-ce quelque chose que vous allez aborder au cours d'une question? Non, pas forcément. Mais voilà. Donc les biais de perception. Voilà. Quelqu'un qui joue en jeu vidéo, qui va passer ses nuits à jouer aux jeux vidéo, qui ne sera pas forcément focus au travail. Voilà. Je pense que les gens savent faire la part des choses. Et il ne faut pas aller directement sur... voilà. C'est une forme de discrimination, quelque part. Oui, c'est vrai. Donc, plus de questions, donc on va passer du coup à la prochaine thématique. Donc on en a déjà un petit peu parlé au travers des centres d'intérêt, donc tout ce qui est en lien avec la personnalité du candidat. Et j'aimerais savoir comment vous prenez en compte cet aspect dans le cadre de vos processus de recrutement. Quelle importance a pour vous cette personnalité ? La personnalité de quelqu'un, ça va influencer notamment la dynamique d'équipe, on en revient toujours au même, et l'adaptabilité du candidat, savoir si elle pourrait correspondre encore une fois aux valeurs de l'entreprise ou pas. Donc ça, ce sont des éléments que moi je vais aller creuser en termes de personnalité. Est-ce qu'il serait capable de travailler en équipe? Et si oui, est-ce qu'il est capable de travailler dans notre équipe? Et est-ce qu'il est capable de travailler dans notre entreprise avec des valeurs telles ou telles? Donc ça, c'est un point important. Je ne sais pas si vous voulez compléter à ce niveau-là. Mais... Non, je partage complètement. On peut aussi tester la personnalité par des petites mises en situation aussi, qui permettent notamment sur... oui, on recherche aujourd'hui le travail en équipe, la fonction publique comme la chose privée. Aujourd'hui, le relationnel, le travail en réseau, l'adaptabilité aussi. Les changements sont quasiment permanents. On peut changer de ministre, donc il va y avoir une orientation différente, peut-être aussi une attente de la société différente, donc qui va complètement impacter notre organisation. Donc il faut savoir se montrer adaptable. Agile aussi, c'est un mot un petit peu à la mode ou un peu valise, mais quelque part, des fois on nous demande un petit peu de faire le grand écart, donc c'est aussi de l'agilité limite physique. C'est important. Et les mises en situation, je pense qu'elles sont assez intéressantes. Alors, quand on est sur des étudiants qui n'ont pas forcément une grosse expérience professionnelle, il va falloir aussi mesurer les mises en situation qu'on va leur demander. Mais je pense qu'ils ont pu vivre des choses au cours des stages, au cours d'immersion professionnelle ou autre, et on va tester tout ça. Donc, la mise en situation, ça vous permet du coup d'appréhender un petit peu plus... la personnalité du candidat? En partie, oui, mais je dirais aussi sa présentation. La manière dont il se présente dès le début de l'entretien, avec notamment, moi je suis très attaché à la sincérité.
Faut pas jouer un jeu de rôle. C'est pas la peine de réciter quelque chose de manière, voilà, dans un débit un peu saccadé, plein de pression. Non, faut, voilà, on va pas reprendre la pub d'une grande enseigne de restauration rapide, mais un peu venez. Vous avez compris. Venez comme vous êtes. Effectivement, je trouve que voilà, c'est important. Et d'être le plus sincère possible, quitte à être maladroit. Et sachez qu'un recruteur, il pourra vous pardonner la maladresse. Par contre, il ne vous pardonnera pas le mensonge ou le fait de surjouer quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Justement, parlons de mensonges. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en entretien d'avoir un candidat qui était dans cette posture de mensonge? Est-ce que vous avez pu le détecter? Et si oui, comment vous avez réagi face à ça? Mensonge, je n'ai jamais été confrontée, ou alors je n'ai pas pris connaissance de ce mensonge, je n'ai pas su le détecter. Si c'était le cas, moi en tout cas, j'irais creuser un petit peu plus les informations, à savoir pourquoi elle me dit ça, pour avoir quelques détails supplémentaires, notamment de temps, peut-être des détails qu'il pourrait me donner pour voir jusqu'où il va dans son mensonge et pouvoir parfois le contredire ou alors aller jusqu'au bout, quoi. Voir où est-ce qu'il va. Moi, le mensonge, d'omettre des choses, oui, ça peut arriver. Sachez, par exemple, que votre employeur, il va pouvoir se renseigner. Alors là, vous êtes étudiant, mais par rapport à un autre employeur précédent. Et j'ai le souvenir, voilà, d'avoir quelqu'un qui nous avait réellement vendu du rêve. Et quand on a questionné son employeur, c'était pour un autre employeur public. À l'époque, j'étais dans un autre ministère et on s'est rendu compte que cette personne-là n'avait pas fait preuve de grande probité sur son métier précédent. Et c'était vraiment rédhibitoire par rapport aux fonctions qu'elle allait occuper, quoi. Donc, si on n'avait pas questionné son employeur précédent, on serait complètement passé à travers. Sauf que là, le retour a été très, très violent. Donc, voilà, c'était dommage, mais on n'a pas donné suite, quoi, bien évidemment. Donc, la morale de l'histoire, toujours être honnête. Exactement, la morale de l'histoire, toujours être honnête. Et, voilà. Et puis, même si on a eu des échecs professionnels, on peut l'aborder. Hein. Je veux dire, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, pour reprendre une phrase toute faite. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et l'aborder en sincérité sur un trou dans le CV, par exemple, et ben voilà, être honnête et transparent. Et je pense que tout le monde a y gagné. Alors sur cette question d'honnêteté, justement, j'aimerais y revenir un petit peu plus, en particulier sur l'authenticité du candidat. C'est vrai que quand on est en entretien, on essaye de se montrer sous son meilleur jour. Comment vous mesurez cette authenticité chez le candidat? Est-ce que vous y arrivez déjà? Ça, c'est pas forcément très, très évident. Je sais que nous, on pratique pas des tests de personnalité, par exemple. Donc ça, peut-être que mes collègues les pratiquent. Nous, voilà, on a peut-être très certainement à progresser sur ce domaine-là, mais je dirais que déjà, le non-verbal parle beaucoup, quoi. Voilà, quelqu'un qui est sincère, qui est authentique, qui est enjoué sur un aspect, sur une mission, sur un centre d'intérêt, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, ça se voit, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui est pas très à l'aise sur une compétence, un savoir-faire technique, notamment si le poste le requiert, ça va se sentir. Voilà. Et après, ça peut se vérifier effectivement par des mises en situation professionnelles ou des tests. Mais voilà. Oui, je rejoins complètement. On va voir la cohérence aussi entre les réponses du candidat et la question. Et le comportement non verbal est très important aussi dans ces situations-là. Pour rebondir aussi sur les tests de personnalité, nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au sein de la Caisse d'épargne. On a un logiciel et puis à chaque entretien, en amont de l'entretien, on fait suivre un questionnaire de personnalité qu'on demande de compléter. Et pendant le rendez-vous, on va échanger un petit peu sur les résultats, voir si c'est cohérent avec le ressenti du candidat, s'il y a des décalages ou autres. Et je vais demander aussi, sur certains traits de personnalité, de me donner des exemples concrets. Donc là, pareil, c'est des choses que je vous conseille peut-être de travailler en amont. Si vous avez des expériences que vous pouvez mettre en avant pour mettre en avant un trait de personnalité, faites-le, travaillez-le en amont. C'est important. Mais ça permet encore une fois
concrétiser et de démontrer que vous avez bien ces compétences, que vous avez ce trait de personnalité-là qui se traduit notamment par les actions dans vos missions actuelles ou passées. Je suis pleinement d'accord. Sans test de personnalité, on va attacher une grande importance aux réalisations concrètes, voilà, assorties d'exemples. Dans le CV, ok, je maîtrise telle chose, j'ai fait de l'animation de réseau, oui, mais vous avez animé quel réseau, sur quelle thématique, voilà, comment était-il composé, etc. Alors voilà, c'est pas la peine de remplir une exégèse complète, mais en tout cas, d'assortir toute compétence ou expérience avec surtout une réalisation concrète, c'est assez parlant. Et là aussi, il faut la maîtriser. Donc, il ne faut pas travestir aussi l'expérience ou cette réalisation. D'accord, super. Donc, bien s'entraîner à expliciter du coup ce qu'on met sur son CV, ses traits de personnalité aussi, ses qualités. En parlant de qualité, quand vous recevez un candidat, une candidate, est-ce qu'il y a des qualités que vous allez particulièrement apprécier ? L'honnêteté, donc on en a parlé. La curiosité. Moi, j'apprécie quand le candidat il a des questions à me poser, que ces questions, il les avait préparées en amont. J'apprécie quand il rebondit sur certains sujets, qu'il me pose des questions. Donc l'interaction et la curiosité du candidat, c'est des qualités que moi je mets en avant. Et chose peut-être toute bête, mais le sourire et puis la posture, c'est aussi des qualités qu'il faut mettre en avant lors d'un entretien. Des qualités complètement partagées de mon côté, bien évidemment. On rejoint ce que je disais peut-être au début, l'envie de rejoindre la chose publique, en fait. La motivation, aussi, quelque part, s'être aussi renseigné sur la structure dans laquelle on postule. Ça, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est très, très important. Parce que voilà, vous venez au rectorat, mais on va indiscutablement vous poser la question de quelles sont les missions du rectorat ou quelles sont les missions du service pour lequel vous avez postulé. Et là, il y a plein de ressources en ligne et ça démontre, là, ça rejoint la curiosité dont vous faisiez part et qui est très importante. Et ça, on y attache une grande importance. Et après, sur les postures de l'agent public, ça rejoint l'honnêteté, la neutralité. Le fait de discriminer personne, d'être vraiment dans l'inclusion. L'école, c'est des maîtres mots. L'inclusion de tous, de toutes et tous, voilà, quelle que soit son origine ethnique, sociale, etc. Ça, c'est des valeurs qui sont fortes pour nous. Alors, vous avez abordé tout ce qui est comportement non verbal, mais avant de passer à cette thématique, je voulais aborder la question du handicap, puisque c'est pareil, un sujet qui porte souvent question sur nos étudiants et en particulier dans notre accompagnement. On nous demande souvent si le handicap doit être abordé en entretien et si oui, comment ? Très clairement, ça fait écho à une actualité toute... en ce moment même, on participe à un salon qui s'appelle Hello Work Handicap. Le ministère de l'Éducation nationale participe. C'est les 20 ans aussi de la loi handicap. Et le conseil que je donnerais, c'est d'être complètement transparent là aussi sur son handicap. On a eu en début de semaine une sensibilisation en handicap visible. Cela, il se voit. Il y a aussi tous les handicaps invisibles et ils sont reconnus. Il y a des adaptations de poste, il y a des accompagnements. On a, alors j'aime pas ce terme, mais une obligation d'emploi. Pour atteindre les fameux 6% de personnes en situation de handicap. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas encore aux 6%. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap au sein de notre rectorat ou dans les départements et qui n'ont pas déclaré leur handicap. Après, c'est un choix qui est propre, certes, mais en tout cas, nous aussi, on travaille là-dessus pour démystifier et surtout dire qu'il n'y a aucune honte à avoir d'être en situation de handicap, bien au contraire, qu'on ait un handicap visible ou un handicap invisible. Donc c'est vraiment quelque chose qui est absolument pas tabou et je n'ai pas plus de choses à dire. Pardon. On parlait des réglementations légales avec les 6%. Nous, à la Caisse d'épargne, on est au-dessus.
on est à 7 et quelques, j'ai plus en tête exactement, mais en tout cas, on est au-dessus du minimum légal. Donc nous, on a une vraie politique handicap. On essaie en tout cas de faire passer le message que la diversité, le handicap, ce ne sont pas des sujets tabous et ils peuvent même être source de performance parfois. Donc on essaie d'ouvrir en tout cas la parole sur ces sujets-là. Après, pour les entretiens, voilà, je rejoins totalement mon collègue. Après, il faut que vous puissiez aussi être à l'aise pour en parler. Si vous ne l'êtes pas, il n'y a pas d'obligation. Il faut quand même être quand même à l'aise pour en parler parce que le recruteur peut vous poser des questions et si vous n'avez pas envie d'aborder le sujet, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Mais après, si vous le faites, c'est aussi bien. Il n'y aura pas de mauvaise surprise aussi pour le recruteur à votre arrivée. Et puis, ça permet de préparer votre arrivée justement comme il faut. S'il y a du matériel à prévoir, ou d'autres modules à mettre en place, ça permet de préparer aussi au mieux votre arrivée dans l'entreprise. D'accord, donc si on se sent à l'aise avec le fait d'échanger sur le sujet, pas hésiter à en parler. Et puis il y a une vraie sensibilisation, nous, en ce moment, des personnels sur le fait que le handicap, c'est quelque chose... pour moi, le recrutement d'une personne en situation de handicap, c'est un recrutement tout court. Voilà. Donc il n'y a pas plus de... Après, ici, il y a des questions d'adaptation au poste qui sont légitimes. Et là, il y a plein de structures, en plus, Cap Emploi, qui sont là pour nous aider, pour faire des études de poste. Il y a un fonds dédié pour les aménagements de poste. Le matériel évolue sans cesse pour plus de confort. Donc, c'est important. Je pense que ça va en rassurer plus d'un qui se posait la question. Mais c'est vrai qu'on a souvent... c'est normal. On a souvent cette question de la part de nos étudiants. Alors, si je peux juste me permettre, nous, le recruteur, on n'a pas le droit de vous poser la question, par contre. Ah oui. Donc, il faudra que ça vienne de vous. Très juste. Vous trouvez le moment idéal pour en parler. Parce que nous, on ne pourra pas vous poser la question. Merci pour la précision. Effectivement, c'est important. Alors, je vais me tourner vers le public avant de continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Mes collègues non plus. Et du coup, on va passer à la thématique suivante, donc, qui est le comportement non verbal. Donc, vous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que dans vos expériences, vous pouvez nous citer des exemples de comportements non verbal de la part des candidats qui ont pu impacter les entretiens, alors que ce soit d'une façon positive ou négative? Eh bien, c'est déjà arrivé d'avoir un candidat un peu fermé qui évite parfois un peu le regard du recruteur. Donc là, pour le coup, c'est vrai que vous ne marquez pas des points. Au contraire, une personne qui est ouverte, qui garde le contact, qui a un sourire permanent, ça permet de gagner des points auprès du recruteur. Donc, faites bien attention à ce comportement non verbal qui peut avoir quand même toute son importance lors d'un entretien d'embauche. C'est vrai que effectivement, le non-verbal vous joue des tours quelque part et des fois on n'arrive pas forcément à le maîtriser, hein, le stress dont on a parlé tout à l'heure. Alors par rapport au stress, j'en profite pour vous parler d'un petit jeu de cartes. Voilà, c'est rigolo de parler de jeu de cartes dans un entretien de recrutement, mais c'est quelque chose qu'on expérimente. En fait, c'est Profil Public, qui est une association qui œuvre pour dépoussiérer un petit peu l'image du service public et réenchanter le recrutement. Et j'ai pu le tester avec des candidats qui étaient un petit peu fermés. En fait, en gros, c'est un jeu de cartes et on propose aux candidats de choisir des cartes. Et l'avantage à l'intérieur de ces cartes, c'est qu'il a des cartes joker aussi. Donc s'il tire une carte joker, il a le droit de nous poser la question qu'il souhaite. Donc ça a pu débloquer des situations un petit peu de surstress. Et ça a aussi permis d'aborder des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé aborder sur des thématiques et sur lesquelles on n'a eu que des retours positifs jusqu'à présent. Donc, c'est une manière de faire retomber un petit peu la pression du stress. Et après, effectivement, je suis assez d'accord. Avoir une attitude souriante, regarder le recruteur dans les yeux, ne pas débiter un discours appris par cœur, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, faire preuve aussi de curiosité, comme on l'a dit. Donc, c'est un vrai échange, quoi. Donc, plus
vous pouvez poser des questions, bien au contraire. c'est même conseillé. Et là, après, on révèle des choses, malgré soi. Et du coup, est-ce que le non-verbal, quel rôle joue le non-verbal par rapport à l'aspect verbal? Est-ce qu'il est plus important, moins important? Je dirais qu'il est tout aussi important. Tout aussi important. Oui. Au même niveau que le verbal. Encore une fois, ça permet de se faire une idée du candidat, s'il est stressé, s'il est ouvert, si c'est quelqu'un qui peut s'intégrer facilement, parce qu'il a cette posture quand même ouverte sur son échange, sur sa présentation. Donc ça révèle beaucoup de la personne. Donc moi, je le mettrais au même niveau que le verbal. Ouais, je suis assez d'accord. Donc très important, bien le travailler en amont de l'entretien. Oui, oui. Mais pas non plus endosser un rôle qui n'est pas le sien, quoi. On en rejoint, on rejoint par là tout à l'heure ce qu'on a dit, l'honnêteté et garder quand même son naturel, sa vraie personnalité. Alors j'aimerais maintenant qu'on aborde une autre thématique qui sont les compétences transversales. Alors on entend beaucoup parler maintenant des compétences transversales sur le marché du recrutement et de l'emploi. Pour vous, quelles sont les compétences transversales qui sont les plus importantes, que vous allez le plus rechercher? On l'a dit, on va se répéter, mais capacité à travailler en réseau, en équipe, l'adaptabilité, l'agilité, j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport au changement. Pour moi, ce sont les principales compétences transversales qui aujourd'hui sont recherchées, et quel que soit l'emploi public au sein du ministère de l'Éducation nationale ou dans d'autres services publics, même dans des structures privées, bien évidemment. Bien sûr. On va retrouver donc tout ce qui est communication, donc on l'a dit, travail d'équipe, gestion du temps aussi, résolution de problèmes. Ce sont toutes des compétences transversales que vous pouvez mettre en avant lors d'un entretien, qui permet au recruteur de penser que vous êtes quelqu'un qui peut en tout cas s'adapter facilement à divers contextes et à divers environnements. Alors donc plutôt des compétences qui sont en lien avec le savoir-être. Oui, avec le savoir-être. Oui. Là aussi, la capacité à résister au stress aussi en forte période d'activité ou de réforme. C'est quelque chose qui aussi, en plus on a un service public, quand on est en relation avec l'usager aussi, c'est quelque chose qui est une dimension importante à avoir en tête, et si on peut apporter des bonnes réponses ou des bonnes expériences, et là aussi assorties de réalisation, d'expériences vécues. Alors je sais bien que quand on est étudiant, on débute dans la vie professionnelle, donc ça c'est, mais le recruteur saura faire la juste part des choses. Tout à fait. Alors j'aimerais qu'on aborde aussi une compétence qui se développe de plus en plus, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous, dans vos recrutements, c'est quelque chose que vous prenez en compte, qui devient peut-être un incontournable? Alors moi, c'est peut-être un choc générationnel. Je suis pas encore dire le papy de service, mais l'IA, moi, elle me questionne, elle me percute, mais au bon sens du terme. Alors j'avoue que dans les process de recrutement, j'ai pas intégré l'IA. On se sert pas de l'IA, par exemple, pour faire une présélection des CV par rapport à des attendus, ne serait-ce que des niveaux de diplôme, des attendus en termes de technicité, etc. L'IA, après, bien évidemment, l'IA, elle est importante dans la pédagogie. Aujourd'hui, elle s'inscrit, si on en vient aux compétences métiers des professeurs, elle intègre aussi tout le développement du numérique au service de l'éducation. Donc ça, les collègues de la direction des systèmes d'information, si vous postulez pour un métier d'ingénieur ou de développeur, l'IA, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie du package de compétences à avoir. Après, sur le recrutement lui-même, pas encore. Je dis pas encore. Donc on va y venir forcément. Forcément, voilà. D'accord. Et de votre côté? Nous, de notre côté, ça prend sa place petit à petit, notamment dans le tri des CV.
Important sur vos CV de mettre des compétences clés que l'intelligence artificielle va relever et mettre en avant lors du tri des CV, parce qu'on ne reçoit pas qu'un seul CV, on en reçoit beaucoup, des dizaines, voire des centaines parfois. Donc c'est vrai que l'IA peut être aussi un atout à ce niveau-là pour le tri des CV. Ça prend aussi de la place, notamment maintenant sur le recrutement, dans le sens où aujourd'hui, l'IA, nous, parfois, on l'utilise aussi pour faire des comptes rendus d'entretien. Ça permet de gagner du temps sur nous, de notre côté, pour éviter de faire des comptes rendus nous-mêmes. Et c'est vrai que ça permet de mettre en avant certaines choses, parce que nous, je sais que nous, on n'est pas le seul décisionnaire, les RH, on n'est pas les seuls décisionnaires dans le recrutement de nos collaborateurs. Il y a aussi les managers, et ce compte rendu d'entretien, ça permet de mettre en avant plusieurs choses, et nous, RH, d'éviter de perdre du temps sur l'établissement de ces comptes rendus. Donc pour l'instant, ça intervient sur ces deux niveaux-là, mais ça prendra de plus en plus de place là, sur les prochains mois, prochaines années. Alors, je me permets de rajouter une question par rapport au logiciel qui traite les CV. Alors, pareil, là, les étudiants nous posent pas mal de questions sur ce type de logiciel. Est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses quand on envoie le CV, du coup, qui sera ensuite traité par ce logiciel ? Ça reste un logiciel, donc comme je le disais, mettre en avant des compétences que le logiciel peut reconnaître, donc des compétences, ça dépend le métier sur lequel vous candidatez, mais important de bien mettre des mots-clés. Les mots-clés, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous démarquer des autres CV. Parce que, en fait, nous, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, on a un pourcentage à la fin en disant que ce CV, il est compatible à 60% sur le poste actuel. Parce que nous, on renseigne les compétences qu'on recherche chez quelqu'un dans la diffusion de notre offre. Et quand on reçoit le CV, l'IA, donc le logiciel va aller chercher les compétences sur votre CV, voir si elles apparaissent ou pas. Et en fonction, il y a un pourcentage à la fin de correspondance. D'accord. Et est-ce qu'il y a certains types de CV, alors je pense en particulier à un logiciel sur Internet qui permet de créer des CV, on voit parfois qu'il y a des difficultés de lecture par les logiciels. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Ah. Oui. Alors, je ne sais pas exactement de quel site vous parlez. Ça commence par un C. Oui, exactement. Je sais que c'est facile d'utilisation. Ça permet de faire une mise en forme qui est quand même sympa. Mais c'est vrai que nos logiciels ne détectent pas toutes les informations qu'il y a sur ces CV-là, malheureusement. Bon, c'est bon à savoir déjà. Voilà. Après, je dirais pour travailler les compétences et les mots-clés, alors intelligence artificielle ou pas, vous pouvez vous aider, notamment si vous postulez un emploi dans la fonction publique. On a un dictionnaire interministériel des compétences, on a des référentiels métiers dans lesquels vous avez les compétences clés qui sont recherchées, savoir-faire, connaissances, savoir-faire, savoir-être, rien de transcendantal au niveau présentation, mais en tout cas, ça permet déjà de partir des missions et des compétences attendues. Donc, en plus de l'offre d'emploi, normalement, si elle est bien faite, elle doit être assez complète et assez éclairante à ce sujet, mais si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez vous appuyer sur ces ressources qui sont complètement gratuites, en ligne et à disposition. Ok. Alors, pareil, petite pause question. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, de la part des étudiants ou de mes collègues ? Ah, question. Merci. Vous parliez de l'agilité tout à l'heure, de l'adaptabilité, et la question que j'ai, c'est par rapport au changement. Dans les compétences transversales que vous évoquiez, vous n'avez pas évoqué le changement. Est-ce que la capacité à changer et à accepter le changement, c'est très important aujourd'hui ? Complètement. Enfin, ça va de pair pour moi avec l'adaptabilité et l'agilité. Donc, l'agilité et l'adaptabilité permettent de répondre au changement. Le changement, effectivement, qui est assez, on va dire, quasiment permanent, que ce soit dans la chose publique, par rapport à des attentes des usagers, par rapport à des faits de société qui émergent aussi. Et pour moi, ça permet de répondre. Enfin, c'est un
un package en fait, agilité, adaptabilité, capacité à accepter le changement. Et des fois aussi, on revient à des fameuses courbes du deuil, etc., de se dire accepter le changement, et puis après pour mettre dans une position voilà, plutôt positive, de dynamique, etc. Et voilà, mais ça c'est la vie, c'est normal, mais on va aussi tester ça. Ouais. Ouais. J'ai une deuxième question pour revenir à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il vous arrive, peut-être plus du côté de la banque, de demander à un candidat s'il sait utiliser ChatGPT? Parce que peut-être il en aura besoin, ou on l'invitera à l'utiliser dans sa pratique professionnelle après. ChatGPT, non. Non. Non, on ne le demandera pas. Aujourd'hui, dans les métiers d'agence en physique, il n'y aura pas vraiment d'équivalent, même si on retrouve un logiciel aujourd'hui qui est équivalent à ChatGPT, mais on l'utilise plutôt sur des fonctions support comme les nôtres. Ça permet, encore une fois, de gagner du temps dans la rédaction des mails ou autre chose. Mais moi, je ne demande pas aux collaborateurs parce que ce n'est pas la compétence première. Ça n'a pas encore assez de place aujourd'hui pour dire que c'est la compétence principale qu'on va aller chercher chez un futur collaborateur. Mais ça viendra certainement. Pas d'autres questions? Alors du coup, on va arriver bientôt à la fin de nos échanges. Alors pour clôturer cette table ronde, on va finir plutôt sur des conseils généraux pour nos étudiants et étudiantes. Quels conseils clés vous pourrez donner à nos étudiants pour réussir leur entretien? On va peut-être se répéter, mais oui. Soyez authentiques, préparez en amont vos rendez-vous, renseignez-vous sur l'entreprise. Voilà, la préparation, c'est vraiment la clé pour réussir un entretien aujourd'hui, selon moi. Donc préparation. Si vous avez besoin, préparez-vous, faites des mises en situation devant le miroir ou avec quelqu'un en face de vous qui peut aussi vous aider. Mais c'est vraiment la clé aujourd'hui si vous voulez réussir un entretien, selon moi. Oui, je partage complètement. Après, nous, effectivement, j'aurais peut-être pu le dire en début d'entretien, mais dans la fonction publique, on recrute essentiellement d'abord par le concours. Le concours, il peut aussi avoir une dimension assez académique de connaissances, etc. Mais il évolue de plus en plus, notamment pour la partie orale, vers un véritable entretien de recrutement. Donc là aussi, on va s'appuyer sur les mêmes codes, les mêmes techniques. On va plus être forcément sur des questions, voilà, style question pour un champion, de savoir, voilà, les tenants et les aboutissants de la préparation de la Constitution de 1958, etc. Non, on va être sur la même chose. Et puis, l'emploi contractuel prend de plus en plus de place dans la chose publique. On est à 22% aujourd'hui de contractuels. Et là, c'est l'entretien de recrutement qui est la porte d'entrée directe. Donc voilà, effectivement, authenticité, motivation. Envie de nous rejoindre de manière authentique. C'est les principaux conseils que je pourrais donner. Et si je peux juste rajouter, être stressé, c'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, il faut que ce soit quand même gérable pour vous, mais si ça se démontre un petit peu pendant l'entretien, c'est pas grave. Ça montre peut-être aussi que vous vous êtes impliqué, que vous êtes vraiment motivé à nous rejoindre et que ça a de l'importance pour vous, cet échange-là. Donc, essayez de travailler ce stress si vraiment ça prend trop de place, mais c'est pas grave d'être stressé pour un entretien, ce qui est plutôt normal, même. C'est vrai. Et puis, si la chose publique vous intéresse, vous avez en ressources aussi, je vais reciter Profil Public, mais qui a sorti le guide du candidat. Donc, notamment pour avoir plein d'informations, pour décoder un petit peu l'organisation de la fonction publique, son jargon. On parle de catégories, on parle de grille indiciaire, on parle de position statutaire. Ça, c'est des choses qui peuvent vous paraître un petit peu abscondes. Et voilà, donc ça, c'est aussi... Alors, j'ai pas du tout voilà, de participation dans cette association, mais j'en fais volontiers la pub parce qu'elle est d'abord portée par des jeunes fonctionnaires. Et voilà, et la jeunesse, c'est l'avenir de la chose publique. Donc, c'est important. Alors, dernière occasion pour vous de poser une question avant de clôturer. Non, c'est tout bon? Ah, si, une question.
Quand vous parlez d'authenticité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Est-ce qu'il y a des choses des exemples par exemple que vous auriez de personnes dont l'authenticité vous a marqué, en bien comme en mal? L'authenticité, c'est qui vous êtes. Il faut venir comme vous êtes, comme le disait mon collègue. Si vous avez des éléments à mettre en avant, que ce soit sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle, ça peut aussi accentuer ce côté authentique. Donc n'hésitez pas à les mettre en avant aussi. Mais l'authenticité, comme on le disait, ça passe aussi par le non-verbal. Donc encore une fois, l'importance du non-verbal à la même échelle que le verbal. Je pense que c'est des points importants pour paraître authentique auprès d'un recruteur. Complètement. Et si vous venez passer un entretien au rectorat de Dijon, ce que je vous souhaite, si jamais ça vous intéresse, c'est pas la peine de forcément venir en costume cravate si vous vous sentez vraiment pas à l'aise avec une cravate qui va vous nouer le cou, etc., et qui va vous empêtrer dans un rôle qui n'est pas vous. Vous venez comme vous êtes aujourd'hui et ça sera très bien. Alors aujourd'hui, on a quand même moins d'exigences, en tout cas sur la posture et sur le costume. Bien sûr, on évite les suites et les jeans troués, mais une chemise en général suffit pour passer un entretien à la caisse d'épargne dans la banque. On n'est plus obligé de mettre le costume, la cravate. Ça, c'est quelque chose qui a évolué à ce niveau-là, en tout cas. Pas d'autres questions? C'est bon pour vous? Et du coup, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose? Non, pour moi, on a fait le tour. Non, merci. Merci pour votre invitation. Merci pour cet échange. Merci à vous deux d'être venus partager vos expériences. Ouais. Merci également aux collègues du PNR pour la captation. Merci aux étudiants et étudiantes qui sont là aujourd'hui et qui vont visionner cette table ronde. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de la préparation, donc je profite pour faire un petit peu de pub pour notre service. Si vous avez besoin d'aide pour vous préparer aux entretiens, n'hésitez pas à pousser la porte du pôle formation et vie universitaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle table ronde.